Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS, 20h, le journal. Voici les titres. Le président Macky Sall lance les travaux de la route des Niayes et annonce 150 milliards pour l'élargissement et l'aménagement de cette voie sur un linéaire de 23 km. Ce projet devrait accélérer la mobilité dans la région de Dakar et favoriser le désenclavement de certaines localités. Ce jeudi à Kermassar, le président de la République a également procédé au lancement des travaux pour la construction de 17 CM sur financement de la France avant de poser le même acte à Dalifort pour l'assainissement de plusieurs cités de la dite commune. Dans ce journal, la réaction des populations de Rufisque sur la décision du président de fermer et de reconstruire le canal qui traverse la ville et celle des habitants de Rebeuss après l'annonce de la restitution du stade Hassan Diouf et sa réhabilitation pour plus de 20 milliards. À suivre enfin la chronique de Oumar Diaw sur Dakar, sa première pluie et ses 1800 milliards. Bienvenue et bonsoir à tous. Nous commençons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à l'hôtel de ville de Pikine Oumar Diaw. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 20 juillet 2016 à 10h à l'hôtel de ville de Pikine. Entamant sa communication autour de sa tournée économique dans la région de Dakar, marquée par l'inauguration de nombreuses infrastructures, des rencontres avec les différentes forces vives et le lancement de plusieurs projets de développement, le président de la République adresse ses sincères remerciements aux populations des départements de Rufisque, Pikine, Guédiawaye et Dakar pour la mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il magnifie en particulier la grande mobilisation des notabilités coutumières lébou et des chefs religieux de la région qui œuvrent inlassablement aux côtés de l'État pour la stabilité sociale et le rayonnement international de Dakar. Abordant l'aménagement et le développement territorial durable de la région de Dakar, le chef de l'État demande au Premier ministre de présenter les mesures retenues à l'issue du Conseil interministériel tenu à cet effet le 19 juillet 2016 en prélude au 14e Conseil des ministres délocalisés qui consacre la fin du processus de planification, d'adoption et d'exécution dans un consensus dynamique des programmes d'investissement de chaque région au regard de ses potentialités et des aspirations prioritaires des populations. Le Premier ministre, rendant compte des résultats du Conseil interministériel, a d'abord fait le point de l'état d'exécution des engagements pris par le gouvernement lors des conseils des ministres délocalisés tenus dans les 13 autres régions du pays. À la date du 20 juillet 2016, le gouvernement a injecté 1761 milliards de francs CFA dans ces régions sur des besoins en investissement évalués à 2872 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 61%. Ainsi, le coût global des projets retenus par les collectivités locales et les structures étatiques de la région de Dakar s'élève à 823 milliards 5 585 425 francs, dont 460 milliards de francs CFA déjà couverts par l'État à travers le programme triennal d'investissement public PTIP 2016-2018. Cette enveloppe ne tient pas compte des projets d'envergure nationale réalisés dans la région de Dakar, tels que le train express régional TER d'un coût de 415 milliards de francs CFA, l'usine de dessalement de l'eau de mer d'un montant de 135 milliards de francs CFA, la dépollution de la baie de Hann d'un coût de 67 milliards de francs CFA, les projets du pôle urbain de Diamniadio, entre autres. Le président de la République, après avoir félicité le Premier ministre et les membres du gouvernement pour la pertinence des projets retenus et des mesures préconisées, décide de revoir à la hausse l'enveloppe prévue pour la région de Dakar en intégrant les projets d'envergure nationale qui impacteront son développement. Ainsi, après délibération du Conseil, le chef de l'État valide pour les 3 années à venir le programme d'investissement prioritaire de la région de Dakar pour un montant de 1800 milliards de francs CFA, dont seulement 126 milliards de francs sont à rechercher. Dès lors, le chef de l'État demande au Premier ministre de mettre en place un dispositif spécial de suivi en vue de veiller à la mise en œuvre diligente de tous les projets validés pour la région de Dakar. Dans ce cadre, le président de la République invite le gouvernement à coordonner dans un élan de partenariat stratégique avec le secteur privé les actions de l'État, des collectivités territoriales et des organismes du secteur parapublic en matière d'aménagement équilibré du territoire, d'urbanisme, de réalisation d'infrastructures, de cadre de vie, de promotion économique, d'emploi et de cohésion sociale. À assurer la sauvegarde d'une part de la zone de production horticole des Niayes et d'autre part de la forêt classée de Mbao qui doit être valorisée en parc naturel avec des activités économiques et touristiques adaptées.
de veiller à la préservation stratégique du littoral national, notamment de la bande des Filao et des cordons dunaires. À cet effet, le chef de l'État invite le Premier ministre à mettre en œuvre un programme régional d'urgence de lutte contre l'érosion côtière, particulièrement au niveau des zones sensibles de Hann, Thiaroye, Mbao, Rufisque, Bargny, Sendou, Yène. D'engager dans les meilleurs délais en relation avec les acteurs locaux la réhabilitation de l'île de Gorée, la reconstruction aux normes du canal de Rufisque, la modernisation concernée des villes de Rufisque, Pikine, Guédiawaye et des communes polarisées, ainsi que la reconstruction du stade Assane Diouf qu'il restitue à la jeunesse. À accélérer les travaux de construction de l'université Amadou Mahtar Mbow de Dakar, ainsi que la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires de la région, notamment les lycées, les centres de formation technique et professionnelle et l'Institut supérieur de formation professionnelle de Diamniadio. Enfin, à accorder une attention primordiale au développement des activités économiques de la région, à l'emploi des jeunes, notamment de la banlieue, qui sera doté d'un domaine agricole communautaire implanté à Sangalkam. À cet effet, le président de la République demande au Premier ministre de déployer un dispositif spécifique, souple et innovant de création d'entreprises, de formation professionnelle, d'encadrement et de financement des jeunes et des femmes issus des banlieues par le biais de projets crédibles d'insertion socio-économique dans les sous-secteurs porteurs de l'artisanat, de l'horticulture, de la petite industrie, de la culture, du commerce, entre autres. Poursuivant sa communication autour de l'évaluation globale des conseils des ministres délocalisés et de l'émergence progressive des pôles avec la territorialisation des politiques publiques, le chef de l'État indique l'enjeu de ces conseils qui ont permis au Sénégal de disposer désormais, à travers cette méthode innovante de gouvernance, du développement national impliquant l'État, les collectivités publiques et l'ensemble des acteurs territoriaux, d'une cartographie complète, précise et chiffrée de tous les projets prioritaires dans chaque région, validés en Conseil des ministres par le chef de l'État. En conséquence, le président de la République demande à chaque gouverneur de région de tenir tous les mois une conférence territoriale d'évaluation de l'état d'exécution des programmes d'investissement de l'État dans sa région. Il invite également le Premier ministre, à la suite de ces conférences territoriales, à procéder en rapport avec les gouverneurs de région à la revue trimestrielle de l'ensemble des engagements publics annoncés dans chaque région visitée. Enfin, le chef de l'État demande au Premier ministre de lui faire le point avant le 31 août 2016 à l'état d'exécution globale de tous les programmes prioritaires d'investissement validés, à engager l'exécution sans délai des plans d'action stratégique de l'État dans les régions PASER et à intensifier dans l'esprit des conseils des ministres délocalisés et de l'acte 3 de la décentralisation l'émergence progressive des pôles territoires. Concluant sur ce point, le président de la République informe le Conseil qu'il présidera tous les ans un Conseil national exécutif CNE à l'effet d'évaluer le programme territorial de l'État. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte de l'état de préparation de la campagne agricole 2016-2017. Le ministre de l'Éducation nationale a fait part au Conseil des mesures incitatives proposées contre la baisse des effectifs des séries scientifiques et techniques. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a rendu compte du déroulement de la session ordinaire unique 2015-2016 de l'Assemblée nationale. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi portant refonte partielle des listes électorales, le projet de décret portant fixation de la date du scrutin et convocation du collège électoral pour l'élection des hauts conseillers. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Mamba Bassissé, conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur représentant permanent de la République du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, est nommé ambassadeur secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en remplacement de M. Amadou Kébé, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Ousmane Souraini Sek est nommé secrétaire général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ANAT, poste vacant. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement.
C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Pikine, à l'hôtel de ville. Lecture avec Oumar Diaw, justement la banlieue dakaroise qui va sans doute changer de visage avec cette enveloppe de 150 milliards de francs CFA pour l'élargissement et l'aménagement de la route des Niayes sur un linéaire de 23 km. Les travaux ont été lancés aujourd'hui par le chef de l'État. Avec une telle infrastructure, le président Macky Sall envisage une nouvelle législation pour contraindre les usagers à adopter un comportement citoyen sur la route et éviter ainsi la destruction du bien public. Pabiram Bigendiaï. Le geste est à la fois historique et symbolique. Il fait renaître l'espoir d'un meilleur cadre de vie pour les populations de la banlieue. Un désenclavement total dans seulement 24 mois, durée des travaux d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes. En 2 fois 2 voies, la route prend sa source au rond-point Liberté 6 pour aboutir à Kourmassar, un linéaire de 23 km qui traverse toute la banlieue dakaroise. Le lot 1, c'est du rond-point Liberté 6 jusqu'à Cambérène. Le lot 2, c'est de Cambérène jusqu'à Thiaroye. Le lot 3, c'est de Thiaroye jusqu'à Kourmassar, en passant par Tali Diallo, Yeumbeul, Malika. Monsieur le Président, c'est un projet qui a une très grande importance sur le plan économique et social. Parce que les objectifs qui sont visés sont... C'est un projet qui va désengorger cette taxe. C'est un projet qui va améliorer le cadre de vie des populations. C'est un projet qui va promouvoir un développement économique et social plus viable de cette zone d'habitation dense et à vocation commerciale, avec une réduction significative des coûts des transports. C'est un projet aussi qui va améliorer la mobilité urbaine. C'est un projet aussi, on va tout faire par rapport à ce projet pour régler le problème de l'assainissement routier. Y compris 72 km de voiries urbaines en pavé vont également être construits sur plusieurs axes routiers au cœur de la banlieue. Il s'agit de 660 000 m² de chaussées et de 300 000 m² de trottoirs. Et cerise sur le gâteau, un système de transport de masse sera mis sur pied pour assurer la mobilité des populations. Une desserte qui va relier les départements de Pikine, Guédiawaye et Kourmassar avec une capacité de 400 000 voyageurs par jour. Et mieux encore, une interconnexion sera créée avec le train express régional, le TER, pour permettre aux populations qui quittent le centre-ville de rallier plus facilement la banlieue. Bref, l'accroissement de la capacité d'écoulement du trafic routier va contribuer à l'essor économique de la capitale sénégalaise. Ce projet est d'une très grande importance. C'est un projet d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes. La route des Niayes est connue au Sénégal depuis toujours, mais ça a été une route caoteuse, une route non assainie, une route étroite. Aujourd'hui, il y a un élargissement en 2 fois 2 voies, il y a des interconnexions, il y a des passages supérieurs, mais surtout il y a de l'aménagement autour et de l'assainissement. Le projet d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes va coûter 150 milliards de francs CFA. Un investissement qui mérite un entretien de qualité. Là-dessus, le président Macky Sall lance un appel aux populations. J'invite surtout les usagers à savoir que nous passons à une phase supérieure dans la mise en œuvre d'infrastructures de qualité. Donc les comportements doivent par conséquent changer sur la route. Et je vais demander au gouvernement de me proposer une législation nouvelle sur la destruction des infrastructures. On ne peut pas mettre autant de ressources, 150 milliards pour cette seule route, c'est plus de 1000 milliards pour nos routes, et laisser les gens les détruire, casser des ponts sans qu'il n'y ait des conséquences. Donc, une chose, c'est de mettre ces infrastructures à la disposition des populations. Une autre chose, c'est que l'ensemble des usagers puissent entretenir et respecter le code de l'usage pour que ces ouvrages soient pérennes et servent à contribuer au développement économique et social de notre nation. Le bien-être des populations reste aujourd'hui l'unique préoccupation du président de la République Macky Sall. Dans 24 mois, fini le calvaire des populations qui ont toujours souffert de cette route des Niayes. Ce projet de la route des Niayes a fait naître un réel espoir chez les populations de la banlieue. Impact immédiat attendu, 22 000 emplois et plus.
de fluidité dans la circulation, tout porte à croire que le vécu des populations cibles du projet va radicalement changer Néaïdaja. Il en est ainsi à n'importe quelle heure de la journée sur cet axe Tali Diallo Yeumbeul Keur Massar. Mais dans 2 ans, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir, puisque cette route exiguë va être élargie en 2 fois 2 voies. Chaque jour, on souffre ici. S'il y a un véhicule en panne, c'est encore plus compliqué. Pendant l'hivernage aussi, la route est impraticable. Donc ce projet est à saluer. Sur la route de Yeumbeul, allant vers Keur Massar, toutes les difficultés à certaines heures de pointe, même pas, je dirais à n'importe quelle heure de la journée, c'est des difficultés de déplacement, c'est des difficultés sur la mobilité. Ça veut dire que cet élargissement-là va nous permettre d'avoir beaucoup plus de facilité pour les populations, va nous permettre aussi d'avoir beaucoup plus de facilité pour la question du transport à l'intérieur du département de Pikine. Donc vraiment, c'est un souhait que nous avons exprimé depuis plusieurs décennies, qui se voit aujourd'hui réalisé avec le lancement de ces travaux-là. Ce croisement Tali Diallo Keur Massar est le 3e lot du projet d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes. D'ores et déjà, Ageroute a démarré avec le lot de l'axe rond-point Cambérène, Thiaroye. Par rapport à la libération des emprises, il y a moins de problèmes au niveau du lot 2. C'est pourquoi on a commencé avec le lot 2. Le lot 1 et le lot 3, on a attribué le marché. Parce qu'avec le lot 1, c'est l'entreprise CSE. Le lot 3, c'est l'entreprise Enantin Sojec. 150 milliards d'investissements pour fluidifier la circulation. Du rond-point Liberté 6 à Keur Massar, en passant par le pont Sénégal 92. Ici à Pikine, les travaux d'assainissement sont visibles. Les riverains apprécient en attendant 2018, date de livraison. Ce projet d'élargissement des routes de notre localité constitue une aubaine. Cette route de Yeumbeul est tellement exiguë que l'on y constate fréquemment des accidents. Le projet vient donc à son heure. 23 km de routes interconnectées seront donc construits et rien ne devrait alors bloquer la circulation pour soulager la banlieue et tout un chacun pourra circuler rapidement. Toujours ce jeudi, le chef de l'État a lancé à Keur Massar le projet d'appui au développement de l'enseignement moyen dans la région de Dakar, Adem Dakar. Ce sont 17 collèges qui vont coûter près de 8 milliards de francs CFA. Le CM de Keur Massar Village démarre ainsi le processus en présence d'une population fortement mobilisée au Marning. Elles ont bravé la pluie. Les populations de Keur Massar mesurent ainsi l'importance de l'événement. Ce matin, le président de la République vient lancer un projet de haute portée sociale. Ce projet de construction d'une infrastructure scolaire de dernière génération dans notre chère commune est la manifestation d'une volonté politique de faire de Keur Massar une commune émergente. Voici le CM de Keur Massar Village. Il sera érigé ici. Les travaux ont déjà démarré. C'est le premier jalon d'un programme qui va changer considérablement la carte scolaire de la région de Dakar. Ce projet, je le rappelle, porte sur la construction et la réhabilitation de 4 collèges dans le département de Dakar, 4 à Pikine, 2 à Guédiawaye et 7 collèges dans le département de Rufisque. Ces établissements seront livrés clé en main, entièrement équipés en table-banc, mobilier de bureau, matériel informatique et de laboratoire. 17 collèges qui vont donc améliorer le capital humain et réduire les inégalités. Pour nous, parents d'élèves,
Le projet ADEM vient véritablement à son heure. La région de Dakar, la plus peuplée du pays, présente une forte demande potentielle d'éducation dans l'enseignement moyen. C'est l'Agence française de développement qui accompagne le gouvernement du Sénégal dans ce programme, lequel va coûter près de 8 milliards de francs CFA. La France est heureuse de financer ce projet. Ce n'est pas une nouveauté. La France déjà finançait dans ces mêmes banlieues des écoles primaires. C'est tout l'effort de modernisation et d'ouverture du Sénégal que vous conduisez, Monsieur le Président de la République, pour renforcer l'inclusion sociale et l'employabilité des jeunes Sénégalais dans le cadre du plan Sénégal émergent. Pour le président Macky Sall, l'éducation n'a pas de prix. Soucieux de l'avenir des enfants, le chef de l'État lance un nouvel appel aux acteurs pour accompagner la dynamique qui porte déjà ses fruits. En 4 ans, l'État aura investi 116 milliards 713 millions pour la réalisation d'infrastructures scolaires dans toutes les régions du Sénégal. 69 milliards sont consacrés à la construction et à l'équipement d'infrastructures scolaires et d'ouvrages annexes, dont, je le rappelle, 8777 salles de classe, 821 blocs administratifs et 1388 blocs d'hygiène avec 487 points d'eau. 47 milliards et demi pour la construction et l'équipement de 20 blocs scientifiques et technologiques. 158 collèges, 316 écoles élémentaires, 11 lycées, 7 inspections d'académie, 5 inspections de l'éducation et de la formation et 5 centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Je n'oublie pas, bien entendu, la réhabilitation complète de la maison d'éducation Mariam Ba de Gorée et du lycée Ahmed Fall de Saint-Louis pour les jeunes filles. Grâce à ces efforts soutenus, nous avons ramené le taux d'abri provisoire de 18% en 2011 à 11% en 2015, avec comme objectif 0 abri provisoire au plus tard en 2019. Tout cela, mesdames et messieurs, pour dire que le secteur éducatif reste une de mes priorités quotidiennes. Je souhaite par conséquent que tous les partenaires sociaux s'inscrivent dans le même état d'esprit pour le devenir de l'école sénégalaise. Une école où tous les enfants, sans considération de leur origine sociale et de la fortune de leurs parents, auront un égal accès à une éducation de qualité. Le chef de l'État a accepté de prendre en charge les doléances transmises par le maire au nom des populations de Keur Massar. Ainsi, 5 km de voirie, un réseau d'éclairage et d'assainissement seront réalisés. Quant à la départementalisation réclamée, elle sera étudiée aux prochaines locales. En reconnaissance à ces actes posés, le maire lui a transmis un cadeau symbolique, remis ici par l'homonyme de la première dame. Acte final d'une cérémonie riche et très importante. Les populations de la commune de Keur Massar ont salué cet acte qu'a posé le chef de l'État ce matin. Elles se sont exprimées au micro de Fanta Badji. La population de Keur Massar accueille bien le projet parce qu'il a bien reçu, nos enfants étaient dans des abris provisoires. Maintenant, le président a vu cela avec la difficulté que ça remet avec les enfants, avec l'enclavement, avec tout. Et donc, il nous amène ce projet. Nous l'accueillons avec un succès, vraiment avec de joie, avec bonheur.
succès et demande le bon Dieu qu'il nous amène d'autres projets avec le président Macky Sall. Cela permettra aussi aux élèves de gagner du temps parce que quand même, vu aussi le manque de ces infrastructures, les élèves sortent de la commune. Ils sortent du territoire, ils vont jusqu'en ville, jusqu'à Dakar, même dans les autres départements pour poursuivre leurs études. Et avec ce projet-là, nous espérons que nous pouvons quand même sédentariser nos élèves et ceci aussi pourra impacter sur les résultats scolaires à l'avenir. Avec faste enthousiasme et fierté, comme vous l'avez pu le constater, les populations sont sorties pour réserver au président de la République un accueil à la dimension de l'événement. Parce que c'est un joyau qui va coûter 1,3 milliard de francs CFA. Je pense que c'est extrêmement important dans le système éducatif national, certes, mais aussi dans le système éducatif local. Nous en avons vraiment besoin. Mais nous demandons au chef de l'État d'aller un peu plus loin. Parce que Keur Massar fait 25 km², plus vaste que Guédiawaye. Nous sommes environ 500 000 habitants, 133 quartiers. Nous réclamons la départementalisation. La construction d'un collège d'enseignement moyen à Keur Massar répond à une priorité spécifique de la banlieue, notamment à travers l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye qui coiffe Keur Massar. Les acteurs de l'école se sont mobilisés pour accueillir le projet qui vient satisfaire les besoins de scolarité des élèves du cycle moyen dans la banlieue Fanta-Badji. Une pose de première pierre était annoncée, mais en réalité, le projet a déjà pris forme. Les travaux n'attendaient plus que ce coup d'accélérateur pour réaliser le rêve de toute une commune. Nous avons une commune qui a la taille d'un département qui fait 25 km² et qui a une population de plus de 500 000 habitants. Ce qui s'explique, nous avons un nombre pléthorique d'élèves dans nos établissements, même des abris provisoires dans certains établissements. La banlieue, une zone en pleine expansion, connaît aujourd'hui une forte démographie et les structures scolaires existantes ne satisfont plus les besoins des populations. Nous avons énormément de difficultés. Et si vous prenez toute l'académie de Pikine-Guédiawaye, qui est la deuxième académie la plus peuplée du Sénégal, on n'a que 39 collèges. Ce qui fait que donc souvent, on a dans les classes des 6e des effectifs relativement assez élevés. C'est la zone, en tout cas, qui, au niveau de la région de Dakar, a également une assiette foncière capable de recueillir, en tout cas, des collèges, des établissements. Il y a des mouvements migratoires qui quittent Dakar pour aller vers la zone de Diamniadio et de Sangalkam. Effectivement, donc, il nous faut être proactifs et créer des établissements scolaires. Les autorités académiques conscientes des enjeux ont pris toutes les mesures idoines pour accompagner ce projet. Le renforcement des leviers de compétences est aussi une composante de ce programme. Les enseignants dans le moyen, principalement dans les disciplines scientifiques, ont été recapacités. Le dialogue de gestion pour une participation communautaire aussi a été une composante extrêmement importante et dynamique dans le projet. L'un dans l'autre, l'objectif, c'est de construire la qualité et par l'élargissement de l'accès et l'amélioration des conditions de travail, par le renforcement des capacités des enseignants. L'AGETIP, maître d'œuvre délégué, manage le projet. De la conception à la réalisation, tout a été élaboré avec l'expertise nationale. C'est les petites entreprises sénégalaises qui ont été recrutées. Et je pense que c'est une réponse claire à ceux qui disaient que les PME sénégalaises ne se retrouvaient pas dans le PSE. Pour ce programme-ci, tous les travaux seront exécutés par les entreprises sénégalaises. Et le recrutement de la main-d'œuvre locale sera mis en œuvre. Sur chaque site, c'est le recrutement de la main-d'œuvre locale qui sera adopté. Les travaux étaient prévus pour une durée de 12 mois, mais les autorités comptent bien mettre le paquet pour que le CM soit fonctionnel dès la rentrée prochaine. Dans son programme de ce jeudi, il y avait également le lancement des travaux d'assainissement de la Cité de Soleil dans la commune de Dalifort, un projet qui a nécessité la mobilisation de 9,5 milliards de francs CFA. Il vient corriger le manque d'infrastructures d'assainissement dans ces zones où beaucoup d'habitants avaient fini par déserter leur maison à cause des inondations. Ce projet va doter la cité et ses environs
d'un environnement plus sain avec 6,2 km de réseau d'assainissement. Aboubakri Kane. À Dalifort, l'État met en œuvre le volet social de sa politique de développement. Il s'agit du lancement des travaux d'un important projet d'assainissement de la Cité Soleil et ses environs, quartier longtemps sujet à des inondations. Le Sénégal et ses partenaires ont ainsi mobilisé plus de 9 milliards de francs CFA pour doter la Cité Soleil ainsi que d'autres quartiers et cités de la commune de Dalifort d'ouvrages d'assainissement, notamment des eaux pluviales. Ce projet va permettre à 3 quartiers de la commune de Dalifort, les quartiers Dalifort, Général Foncier et Castors municipaux, et à une dizaine de cités, la Cité Soleil, Hacienda, Elisabeth Diouf, Belvédère, Assurance, Eaux et Forêts, Gendarmerie et la Cité Poste, d'un réseau d'assainissement séparatiste. Au-delà du réseau d'assainissement et de drainage des eaux pluviales, il est prévu plus de 200 km de branchements sociaux et 13 km de voiries en pavé. L'État va ainsi doter la Cité Soleil et ses environs d'un réseau séparatif qui va impacter sur les conditions de vie de plus de 25 000 habitants de la zone. Des travaux d'envergure pour un délai de 18 mois. C'est un projet très important qui va doter ces communes d'un réseau séparatif avec 21,5 km de réseau d'assainissement d'eau usée, avec une station de pompage pour pomper les eaux à la station d'épuration de Cambérène, et va permettre le raccordement de 2250 branchements domiciliaires. Ce projet va changer complètement le cadre de vie des populations de Dalifort, qui, je le répète, depuis 2005, sont sujets à des problèmes d'inondation qui ont fait que pas mal de domiciles ont été abandonnés. Le projet d'assainissement de la Cité Soleil vient renforcer les infrastructures réalisées et en cours de réalisation dans le cadre du programme décennal de lutte contre les inondations. Des efforts fort appréciés par les habitants de la commune de Dalifort qui se sont mobilisés pour assister au lancement des travaux de ce projet. Les populations de la Cité Soleil de la commune d'Alifort sont heureuses du choix porté sur leur localité pour abriter le projet d'assainissement Cité Soleil et environ. C'est un véritable ouf de soulagement pour les résidents. Nous écouterons tout cela avec Pabouna Diawa. De l'enthousiasme, de la joie et un rayon de bonheur dans le cœur des populations de la Cité Soleil. L'effervescence se justifie car le nouveau projet d'assainissement va mettre fin à leurs soucis d'inondation et de gestion des eaux usées. Par ici, la satisfaction et le sentiment le mieux partagés. C'est un projet que la population de Dalifort a bien accueilli parce que depuis fort longtemps quand même ça a toujours été le souci de la population de Dalifort. L'inondation, plus les égouts, les eaux pluviales, eaux usées, ça a toujours été le problème des populations de Dalifort. Aujourd'hui quand on reçoit un tel projet, là ça peut être que la satisfaction de toute la population de Dalifort et vraiment tous les riverains qui habitent ici. Si nous voyons exactement les installations qui sont là depuis le magistère du président de la République à nos jours, vraiment nous devons rendre grâce à Dieu et lui dire félicitations au président de la République. Donc à part de là, je pense que ça va atténuer parce que les gens en crient de tort et à travers assainissement Dalifort, parce qu'on peut dire que chaque mois que Dieu fait, les populations subissent les affres. D'abord, déjà qu'il y a quelque chose des eaux pluviales qui est déjà réglé. Si nous voyons la situation de l'année dernière, ça a bien atténué la situation. Actuellement, si on ajoute à un autre projet concernant l'assainissement, là encore, Dalifort sera comme Paris. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci, en espérant que notre route ne sera pas oubliée. Les travaux vont durer 18 mois et le projet est de type intégré. Les eaux pluviales, les eaux usées et la voirie urbaine de la commune de Dalifort seront prises en compte. Des réalisations qui ont pour objectif d'améliorer le cadre de vie des résidents de la zone. Ce projet va consister à la réalisation des réseaux d'eau usée sur un linéaire de 22 km. 2250 maisons seront directement branchées à ce réseau d'assainissement des eaux usées.
En plus de cela, nous allons aussi compléter l'assainissement des eaux pluviales avec la mise en place de réseaux secondaires dans tous les quartiers. Ce qui fait que les eaux seront drainées au niveau de ces réseaux secondaires pour venir sur le réseau principal qui existe déjà et qui aboutit au niveau de la baie de Anne. Non seulement on va faire tous ces réseaux, mais aussi on va essayer de favoriser la mobilité urbaine au niveau de cette commune d'arrondissement, tout aussi le drainage des eaux pluviales. Et pour cela aussi, nous allons mettre en place des pavés au niveau des rues, de sorte que les gens pourront se déplacer facilement et ça va aider aussi au drainage des eaux pluviales. Le projet Cité Soleil et environ sera en parfaite complémentarité avec le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique qui a déjà construit des ouvrages d'assainissement ici à Dalifort. Que tant qu'il n'y avait que ces ouvrages d'assainissement des eaux pluviales, il y avait des risques que des connexions, en tout cas des réseaux d'assainissement ou bien des réseaux clandestins d'assainissement d'eau usée dans les réseaux qui sont destinés à évacuer les eaux pluviales. Et ça c'est pas bien pour la durabilité de nos ouvrages. Heureusement, actuellement, le président de la République, son Excellence Macky Sall, va lancer le projet d'assainissement des eaux usées, ce qui fait que Dalifort sera complètement et totalement assaini. La vie, le cadre de vie au niveau de cette commune va être des meilleurs au Sénégal. Ambiance festive, pas de danse rythmée pour dire merci au président de la République. La reconnaissance des populations bénéficiaires de Dalifort restera sans borne, car elles le savent bien, leur bien-être dépend largement de la qualité de leur cadre de vie. Hier, après la tenue du Conseil des ministres à Pékin, le chef de l'État est retourné à Rufisque pour y passer la nuit, la vieille ville où il a reçu en audience les dignitaires religieux, chefs coutumiers, notables et délégués de quartier du département. Une rencontre qui a permis aux uns et aux autres de partager leurs préoccupations avec le président Macky Sall. Il faut dire que tout cela entre dans la politique de dialogue initiée par le président de la République sur les questions d'intérêt national. Les imams et les oulémas ont réaffirmé leur soutien à la politique de retrait des enfants de la rue à Aboubakry Kane. Cette première d'une série d'audiences est consacrée aux religieux musulmans comme chrétiens, notables, délégués de quartier, chefs de village, dignitaires lébous et chefs coutumiers du département de Rufisque. Au nom des imams et oulémas de Rufisque, l'honneur est revenu à El Hadj Ibrahima Wade de formuler des prières à l'entame de la rencontre, non sans exprimer la joie et la fierté de recevoir le chef de l'État 4 nuits durant dans leur localité. À sa suite, l'imam El Hadj Tahir Fall a fait parvenir au président de la République les doléances de leur mandant. Après avoir loué les actions entreprises dans le département, l'imam s'est félicité de cette proximité du chef de l'État avec son peuple, une première dans la riche histoire politique de la vieille ville. L'occasion a aussi permis à l'ensemble des religieux de confession musulmane d'exprimer clairement leur adhésion à la décision du gouvernement du retrait des enfants de la rue, tout en sollicitant l'appui de l'État aux maîtres coraniques et aux daras. Tout comme les musulmans, le curé de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque et le président de la Fraternité évangélique du Sénégal ont salué cette démarche participative du président Macky Sall. Stanislas Diouf et le pasteur Wali Sarr ont réaffirmé la reconnaissance de leur communauté au chef de l'État et aux efforts de son gouvernement. Dans la même lancée, les chefs de village, les notables de Bargny, les délégués de quartier ont tour à tour salué l'initiative des conseils des ministres délocalisés. Les uns ont mis l'accent sur la baisse continue des prix de première nécessité ces 4 dernières années. Les autres ont exprimé des préoccupations sociales liées à l'assainissement, au foncier, à l'environnement, notamment l'agression de la mer ou encore à l'industrialisation. La santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, l'agriculture, tous les secteurs de la vie active du département ont été passés en revue dans le seul souci pour les différents orateurs de donner un avis sur les voies et moyens devant mener à l'émergence de leur département. Le chef de l'État est longuement revenu sur les différents investissements engagés dans le département de Rufisque,
Des milliards injectés notamment dans des projets structurants des pôles urbains de Diamniadio et Lac-Rose. Le train express régional, un quai de pêche, un complexe frigorifique, des blocs de protection du littoral, l'assainissement, les infrastructures routières. Rufisque devrait à travers toutes ces actions retrouver son lustre d'antan. Tout un programme qui touche également à l'élevage, à l'éducation et à la sécurité. Aussi, le président Macky Sall a réaffirmé l'engagement de l'État à aider à une meilleure organisation des études coraniques avant d'ajouter « Nous ne sommes pas contre les daras, mais contre l'exploitation des enfants ». Des prières ont par la suite été dites par les différentes confessions religieuses, prières pour un Sénégal de paix résolument engagé sur la voie de l'émergence. L'information est tombée hier à l'issue du Conseil des ministres délocalisé 1800 milliards pour un programme d'investissement destiné à la région de Dakar, annonce faite par le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a également décidé justement de remettre le stade Assane Diouf aux jeunes de la région de Dakar. Voici le compte-rendu d'Omar Ning. L'espoir n'est pas dessus. Au bout de 8 heures de conseil, le chef de l'État annonce à la population dakaroise sa part du programme territorial de l'État. Je viens de valider en conseil un important programme d'investissement qui est de 1800 milliards sur les 3 années à venir, 2016-2018. 1800 milliards. Hier, le Premier ministre, après le conseil interministériel, avait validé 1225 milliards avec les élus, auxquels on vient d'ajouter 565 milliards, dont seulement 126 milliards sont à rechercher comme gap. Autrement, sur les 1800 milliards, nous avons tout ce qu'il faut, sauf 126 milliards que nous pourrons mobiliser avec nos partenaires. Le programme d'investissement est accompagné de mesures fortes. La plupart de ces décisions du président Macky Sall concernent la jeunesse de Dakar. Je décide de retourner le stade Assane Diouf de Dakar à la jeunesse pour construire un nouveau stade pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Donc cela va mettre un terme à ce conflit entre la jeunesse et donc nous verrons avec tous les acteurs concernés la mise en œuvre de cette décision importante. La seconde décision importante, c'est la réaffirmation de la volonté farouche de l'État de protéger la zone rurale de Dakar. Il ne faut pas l'oublier, Dakar a une zone rurale qui est une zone horticole, pour ne pas dire agricole, et qui ne doit pas disparaître sous la pression foncière. Et donc, il y a là un engagement très fort pour la sauvegarde d'une part de la zone de production horticole, des Niayes, c'est connu, c'est un espace unique qu'on ne peut pas laisser détruire. Et d'autre part, la préservation de la forêt classée de Mbao, qui se trouve sur 700 hectares, qu'il faudrait valoriser et donc préserver. Troisième mesure importante en faveur de la jeunesse de la région de Dakar, c'est la mise en œuvre immédiatement d'un domaine agricole communautaire dans le département de Rufisque et plus précisément dans la commune de Sangalkam, puisque c'était sur les anciennes terres de l'ISRA qui se trouvaient dans la même commune pour un montant de 6,4 milliards déjà mobilisés et disponibles. Donc là aussi, c'est un démarrage immédiat pour près de plus de 1000 à 2000 emplois jeunes dans la région rurale de Dakar. Quatrième mesure d'importance, je reviendrai là-dessus lors de ma tournée à Bargny et à Rufisque, c'est la protection côtière. Nous voyons aujourd'hui les conséquences négatives des changements climatiques sur les populations riveraines et côtières qui vivent sur le long de la côte. C'est l'occasion pour moi d'exprimer une grande
compassion aux populations de Gokhumbath qui sont frappées durement aujourd'hui par la houle. Demain, le gouvernement enverra une mission à Saint-Louis pour y apporter le soutien du gouvernement, mais surtout pour valider là aussi l'exécution de la digue de protection sur le long de la langue de Barbarie pour préserver les populations riveraines de cette côte de Saint-Louis. Enfin, j'ai décidé que Rufisque verra son canal historique enfin refermé, reconstruit, j'allais dire, sous un format approprié, et les études seront engagées sans délai pour que Rufisque, en tout cas, puisse vivre dans un environnement beaucoup plus sain, qui puisse également éviter la prolifération de moustiques et de tous les désagréments de cette nature. Dakar boucle donc le processus. L'objectif du président Macky Sall était de poser les jalons de la territorialisation des politiques publiques. Il est atteint. Cet exercice de planification commune entre le gouvernement et les populations à la base nous vaut aujourd'hui une programmation territoriale d'investissement d'environ 2872 milliards. C'était avant le Conseil de Dakar. Je peux vous dire que sur les 2872 milliards, déjà 1700 milliards ont été exécutés au moment où je vous parle, soit un taux de réalisation hors Dakar de 61%, le taux d'exécution des engagements pris dans les 13 conseils des ministres délocalisés. Bien entendu, en fin août 2015, le Premier ministre a indiqué hier le taux de réalisation qui était de 55% pour un montant de 1500 milliards. Le Premier ministre est allé dans le détail sur la nature des investissements, lesquels touchent quasiment tous les secteurs. Dakar a de quoi se réjouir. Le déplacement du chef de l'État est déjà fructueux en attendant les actes qui seront posés dans les prochaines 72 heures. Le stade Assane Diouf sera donc restitué à la jeunesse et reconstruit pour 20 milliards de francs CFA. Annonce faite hier par le chef de l'État lors du Conseil des ministres délocalisé. Une bonne nouvelle pour la jeunesse dakaroise et particulièrement celle de Rebeuss qui ne cache pas sa satisfaction, Koumbaya Hatemar. C'est sans nul doute l'article qui cristallise toutes les attentions ce matin à Rebeuss. L'article qui m'intéresse le plus, le président nous a rendu le stade Assane Diouf. Cette décision du chef de l'État de restituer le stade Assane Diouf à la jeunesse est accueillie avec beaucoup de joie et de satisfaction. Beaucoup de satisfaction parce qu'on a constaté qu'il a respecté son engagement pris en 2012 et on l'attendait pour ça. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Parce que franchement, il a tenu sa parole. Bon, c'est un homme de parole, le chef de l'État. Nous lui remercions beaucoup pour ce geste, ce très grand geste même. C'est une bonne nouvelle pour la jeunesse de Dakar, parce que la jeunesse de Dakar n'a pas d'infrastructure, il n'a rien. Tu sais, le stade Assane Diouf, tout le monde, toutes les équipes entraînées dans cet stade, l'IS Gorée, Handal de Rebeuss, la Koussoum, tout le monde, et même les écoles. C'est ici qu'ils faisaient leur EPS. On l'a accueilli avec joie, avec fierté. Tout Rebeuss est content. C'était une décision qu'on attendait depuis longtemps. C'est une victoire. C'est une victoire que l'on mérite. Une victoire méritée car elle est l'aboutissement de 12 années de rudes et pénibles combats. On nous a jeté des lacrymogènes, des pierres, mais on n'a jamais laissé, on a toujours combattu. Aujourd'hui, ils ont obtenu gain de cause avec l'enveloppe de 22 milliards annoncée pour réhabiliter Assane Diouf. Et l'espoir commence à renaître. Nous attendons que ce soit un stade, comme ça a été dit, multifonctionnel. On pourra jouer des navettanes, des matchs de Ligue 1, des tournois. On fera un terrain de basket, des salles de musculation, donc un terrain d'handball. Donc tout le monde pourra en bénéficier. Logé en plein cœur de la capitale, le stade Assane Diouf abritait des chocs du championnat national, mais aussi des compétitions de l'IASU,
En 2009, l'infrastructure a été démolie pour les besoins de la construction d'un complexe commercial. Le président de la République qui continue son séjour à Rufisque, dans la vieille ville où le canal historique sera fermé et reconstruit sous un autre format. Ainsi en a décidé le chef de l'État en Conseil des ministres hier. Un grand soulagement pour les habitants longtemps affectés par les ordures et les eaux stagnantes de ce canal de 25 km, dont 14 à ciel ouvert avec ses affluents. Le reportage d'Aramdawa. Le fameux canal à ciel ouvert de Rufisque. Que des tas d'immondices, une odeur continuellement infecte, des eaux stagnantes qui font partie du quotidien des habitants depuis des décennies. Cela fait au moins 25 ans que le canal est dans cet état, donc nous prions Dieu que cette volonté de fermer le canal se réalise. Car l'odeur nauséabonde nous cause d'énormes problèmes de santé. C'est le désastre total à Rufisque. Je gère une boulangerie qui est en face du canal et que je sais qu'à chaque fois que je travaille, je trouve que les solutions ne sont pas adéquates. Il faudra trouver une solution pour que je puisse produire et vendre ma production. Et avec ce mal, il sera extrêmement difficile de vendre ma production. Maire Diallo et sa famille exultent déjà. Ils ont appris la bonne nouvelle, la décision du président de la République de fermer ce canal qui hante leur sommeil, même en plein jour. Ce canal ne nous apporte que des moustiques. On n'y déverse même pas de l'eau. On a des égouts qui sont chargés. Mais quand il pleut, le canal est plein et nous fausse aussi. Et les moustiques nous fatiguent à partir du crépuscule. On ne peut même pas ouvrir la bouche, ils rentrent partout. Longue vie à celui qui fermera ce canal, longue vie au président Macky Sall. Il nous enlèvera un grand poids s'il arrive à fermer ce canal. Les moustiques nous piquent, nos enfants et nous. On ne peut pas passer notre vie sous la moustiquaire. Et dire que ce canal n'a pas toujours offert ce visage hideux. Il y avait des pierres de Rufisque tout le long du canal. Il y avait aussi un trottoir qui bordait l'ouvrage avec des lampes en enfilade jusqu'à la mer. Maintenant que l'espoir de voir le canal sous un autre visage est permis, les pistes de solution fusent. On devrait pouvoir réduire la largeur du canal, mieux l'équiper, le carreler par exemple à l'intérieur et mettre un système de pompage pour évacuer les eaux usées et faire rentrer l'eau de mer qui est claire et jolie. C'était comme cela avant et il y avait même des poissons. Tony, le boulanger, penche lui pour la fermeture définitive du canal, accompagné, cela dit, d'un meilleur assainissement, car le canal du Mal est le réceptacle de toutes les eaux usées des maisons. Le président veut offrir aux Rufisquois un meilleur cadre de vie. En moins de 24 heures, l'annonce des fonds alloués à la région de Dakar a connu plus qu'une hausse. 1000 milliards sont venus s'ajouter au montant initial de 823 milliards de francs. L'analogie avec un déluge d'argent n'est pas forcée, d'autant que la capitale a aussi enregistré sa première pluie. L'éducation, la santé, l'environnement et l'emploi devraient tirer profit de cette manne d'une certaine façon tombée du ciel. Le jackpot, il pleut sur Dakar. C'est une chronique signée Oumar Diawa. Dakar n'a jamais connu un tel début d'hivernage. Il a plu de l'eau, évidemment, mais aussi beaucoup d'argent. Mardi, on s'était endormi avec une promesse de 823 milliards et le lendemain matin, l'enveloppe grossissait de plus que ce qu'elle contenait déjà. Un chèque de 1000 milliards supplémentaires a été libéré par le chef de l'État à l'ordre de Dakar. Doucement, vous ne vous appelez pas ainsi. Serait-ce un sage conseil nocturne de Mme Koumbalamba ou plus simplement parce que la nuit porte conseil à qui sait écouter et décrypter? En tous les cas, ce ne sont pas les Dakarois qui vont se plaindre d'une mariée trop belle, de ce jackpot consistant et qui, si on le rapportait à la population de la capitale, mettrait dans la poche de chacun quelques 700 000 francs en considérant une population d'environ 2,5 millions d'habitants. Doucement, doucement encore, ce n'est pas à partager, enfin, pas de cette façon.
Et pour davantage apprécier le chiffre, remarquez que si cela devait sortir du budget, ce serait pas moins de 60%. Mais les sources sont autres. Dakar, capitale, Dakar avec des projets d'envergure nationale, polarise ainsi toutes les attentions. Ce n'est pas où mettre l'argent qui manque dans cette région. L'éducation, la santé, l'emploi, la gestion de l'environnement, la sécurité, les infrastructures en général et les activités de production sont autant de champs à investir pour espérer l'amélioration des conditions de vie des populations. L'argent est, comme qui dirait, juste une semence à fructifier par le travail ardu. Il ne faudrait donc pas faire de confusion dans l'utilisation des fonds. Quand les semences ne vont pas à la terre à l'heure des moissons, on n'a que des regrets comme ceux de la cigale chantante. Dans ce cas, autant cultiver l'attitude patiente de la fourmi pour transformer le rêve présidentiel rufusquois en un réel qui chante. Le jackpot, il pleut sur Dakar. C'était une chronique signée Omar Diao et qui ferme la page consacrée à ce Conseil des ministres délocalisé. Ce jeudi ont démarré les épreuves du second tour de l'examen du baccalauréat, des épreuves écrites qui vont durer 2 jours. Le second tour donne l'occasion aux candidats admissibles de trouver les points nécessaires qui leur manquent pour avoir la moyenne. Seydina Lunfala. Il ne leur manque que quelques points. Ils sont venus les chercher. Les épreuves du second tour au baccalauréat ont débuté ce jeudi matin sur l'ensemble du territoire national. Voilà, donc les candidats après le premier tour prennent les relevés de notes et font des choix par rapport aux matières qu'ils pensent pouvoir améliorer. Donc, et parmi ces matières-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 dominantes de la série et une non dominante. Les épreuves sont écrites et non orales. Peut-être l'appellation orale, tout ça, mais on a des épreuves écrites, tout ça en écrit. Les candidats sont optimistes. Les sujets sont abordables, disent-ils. Oui, ça s'est bien passé. C'était abordable. L'échec ou la réussite dépendent de plusieurs facteurs. À ce niveau, le choix des matières à reprendre est important pour les candidats. En général, il leur manque une dizaine de points, ça peut être parfois 20. Donc il faut chercher ces points-là. Donc il faut travailler dans les matières où vous avez par exemple de très mauvaises notes. C'est préférable de prendre ces choix. Ça vous permettra peut-être de gagner 2 ou 3 points là-bas. Jeudi et vendredi vont se dérouler les épreuves du second tour. Les candidats jettent leur dernière force pour décrocher leur diplôme. Le programme de construction de logements sociaux de la Société nationale des habitations à loyer modéré avance à grands pas à Ziguinchor. En premier lot de 54 maisons sur les 104 que doit construire la SNHLM est déjà réceptionné. Le nouveau directeur de la société a visité ces logements et les autres qui sont en cours de construction. Salut Sek. Kenya, dans la banlieue de Ziguinchor, une nouvelle ville est en train de sortir de terre. Sur ce site, la Société nationale des habitations à loyer modéré est en train de construire 104 logements, dont un premier lot de 54 vient d'être réceptionné provisoirement. Des logements de moins standing, économiques et même très économiques, des maisons accessibles à tout citoyen. Nous sommes en fait dans un lotissement qui respecte la mixité sociale. C'est-à-dire qu'il y a 3 types de logements qui sont ici. Il y a d'abord un logement très économique, un logement économique et un logement de moins standing. Effectivement, c'est pour permettre de toucher toutes les cibles pour que chacun puisse avoir accès le plus facilement au logement. Donc la préoccupation du président de la République d'un accès au plus grand nombre de Sénégalais à un habitat décent se trouve ici satisfait à partir de ce projet. Ce projet de construction de logements est d'une importance capitale pour la SNHLM. C'est pourquoi le directeur général nommé récemment a réservé sa première visite de travail sur ce site. Mamadou Kassé a fait le tour des logements déjà réalisés. Et en dehors de ces 54 logements réceptionnés, 14 sont en cours de construction. L'habitat a une place importante dans le plan Sénégal émergent et nous avons remarqué qu'effectivement Dakar a la part belle, c'est-à-dire que tout le monde s'est concentré sur l'habitat à Dakar. Donc nous avons fait de notre créneau l'espace où on est leader, parce que la SNHLM est leader dans la construction à l'intérieur du pays, sur le volet habitat. Donc nous voulions marquer ce coup-là également en droite ligne des instructions du président de la République qui souhaiterait qu'il y ait un équilibre dans le développement territorial, c'est-à-dire que ce qui se fait en amont au niveau de la capitale et ses environnants puisse également avoir un répondant au niveau rural et au niveau des zones semi-urbaines.
Après Kenya, Mamadou Kassé s'est rendu à Kanten pour voir le site du projet des parcelles assainies à Ziguinchor. Ici, la Société nationale des habitations à loyer modéré compte aménager 2000 parcelles sur 150 hectares. Objectif, permettre à toutes les populations de disposer d'un logement décent et à moindre coût. Et ceci pour répondre à sa vocation de service immobilier. Thiès, la capitale du rail, a accueilli la deuxième édition des journées de sensibilisation sur les énergies renouvelables. En panel, une exposition et une caravane ont permis d'informer les populations sur les enjeux des énergies renouvelables. Ami de Diop. C'est une ville qui a affiché son ambition de faire recours aux nouvelles sources d'énergie que l'ANER est venue voir. Cette deuxième édition de la journée de sensibilisation sur les énergies renouvelables a mobilisé du monde. Il y a d'abord la présentation des missions de l'ANER, vous l'avez suivi, mais il y a également un panel où d'éminents experts vont discuter autour des questions énergétiques de la région de Thiès. Mais il y a également les expositions qui sont en train de se dérouler au niveau de la promenade des Thiessois, où l'ensemble des équipements de production d'énergie sont exposés pour que les Sénégalais, pour que les populations puissent connaître ces équipements. Mais il y a également une caravane qui est en train de sillonner la ville pour sensibiliser les populations sur ce que c'est les énergies renouvelables. Avec ces nombreuses possibilités, les énergies renouvelables sont une alternative crédible pour les ménages et même pour les collectivités locales. C'est le lieu aujourd'hui de magnifier l'excellente et franche collaboration qui s'est établie entre l'ANER et la mairie-ville de Thiès. Elle a permis la bonne organisation de cette importante journée de sensibilisation avec l'implication des leaders d'opinion et des acteurs culturels locaux. Panel, caravanes, entre autres activités, ont été organisées ici à Thiès pour inviter les populations à s'approprier ces nouvelles sources d'énergie. Le ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a une mission très claire: créer les conditions optimisées pour un développement durable du secteur énergétique en faisant entre autres la promotion des énergies renouvelables. C'est justement ce qui explique toute la raison d'être de l'ANER et toute son importance. À la promenade des Thiessois, c'est tout un arsenal qui est exposé. On y voit des chauffe-eau solaires, des lampadaires, des cuiseurs. L'occasion est donnée ici par l'ANER aux populations de découvrir toute l'importance des énergies renouvelables. Suite de la tournée nationale du directeur général de la SUNEOR après Ziguinchor, Pape Dieng s'est rendu dans le bassin arachidier à Kaolack. Le nouveau patron de la SUNEOR a décliné sa feuille de route. Claire Diop. Séance d'échange et de partage entre le nouveau directeur général de la SUNEOR et la presse. Après sa nomination, Pape Dieng a tenu à faire le déplacement dans les locaux de la SUNEOR, sise à Lindiane, un des quartiers périphériques de la région de Kaolack. Objectif, voir de visu la situation de l'entreprise, mais aussi discuter avec les agents. Un diagnostic sans complaisance est fait. La SUNEOR est au plus mal. Les machines ont cessé de tourner. La collecte a chuté de façon drastique. On a eu 7000 tonnes collectées pour un besoin qui était estimé à 300 000 tonnes et qui, avec une pointe de collecte de 900 000 tonnes en 1975. C'est ce qui justifie aujourd'hui l'arrêt de l'ensemble des usines de SUNEOR. 2015, un des plus sombres années de la SUNEOR. Après son rachat par l'État du Sénégal, les stratégies sont entreprises pour sa relance. C'est la restructuration financière de la société, la relance des activités de SUNEOR et le redressement de SUNEOR. Notre rôle est de reprendre les relations avec les OPS, des relations de confiance. La SUNEOR traîne une ardoise de 54 milliards de dettes. La totalité du capital est perdue. Le directeur général d'expliquer que si l'État a décidé de libéraliser le secteur, c'est parce que la SUNEOR n'a pas su faire face à la commercialisation de l'arachide. Pas bien de poursuivre. Dans une concurrence saine, il faut que des règles précises soient définies. Ce que nous avons retenu et que nous pensons être le plus important, il faut disposer d'argent et suffisamment d'argent au moment du démarrage
de la traite arachidière. Parce que si on démarre la campagne, vous n'avez pas d'argent pour acheter, ceux qui ont l'argent, c'est eux qui vont acheter l'arachide. Une restructuration financière est prévue. La SONEWOR va vendre une partie de son patrimoine, les terrains qui servaient de stockage des graines au niveau de Bel-Air. Cela sera utilisé comme fonds propres. L'entreprise compte aussi sur l'appui de l'État et des banques. Un document avec ces nouvelles politiques de relance sera remis au gouvernement pour validation. L'actualité internationale pour terminer sous forme de brèves illustrées. Elle nous mène aux États-Unis, en Turquie et au Mali, où le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours après la mort de 17 soldats tués dans le centre du pays mardi. C'est une fala. Après l'attaque de la base militaire de Nampala mardi dans le centre du Mali, au cours de laquelle 17 soldats ont été tués, le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours. L'état d'urgence a également été réinstauré. Le président Ibrahim Boubacar Keïta assistera à un hommage aux morts à Ségou. En Turquie, l'état d'urgence a été décrété par le président Erdogan, qui refute toute atteinte aux libertés fondamentales et rejette les critiques de l'étranger. L'état d'urgence donne des pouvoirs étendus à l'exécutif en lui permettant de prendre des décrets ayant force de loi selon la Constitution. Aux États-Unis, la police a tiré sur un Afro-Américain non armé, allongé, les bras levés. L'homme, un aide à domicile, portait assistance à son patient autiste. Mais un policier de la ville de Miami, en Floride, lui a tiré dessus, le blessant à une jambe. Les tensions raciales, ravivées par une succession de bavures policières envers des Afro-Américains non armés, ont été exacerbées avec de nouvelles affaires en juillet. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Prochaine locale. En reconnaissance à ses actes posés, le maire lui a transmis un cadeau symbolique, remis ici par l'homonyme de la première dame. Acte final d'une cérémonie riche et très importante. Les populations de la commune de Keur Massar ont salué cet acte qu'a posé le chef de l'État ce matin. Elles se sont exprimées au micro de Fanta Badji. La population de Keur Massar accueille bien le projet parce qu'il a bien reçu, nos enfants étaient dans des abris provisoires. Maintenant, le président a vu cela avec la difficulté que ça remet avec les enfants, avec l'enclavement, avec tout. Et donc, il nous amène ce projet. Nous l'accueillons avec un succès, vraiment avec de joie, avec bonheur, ce succès, et demande le bon Dieu qu'il nous amène d'autres projets avec le président Macky Sall. Cela permettra aussi aux élèves de gagner du temps, parce que quand même, vu aussi le manque de ces infrastructures, les élèves sortent de la commune. Ils sortent du territoire, ils vont jusqu'en ville, jusqu'à Dakar, même dans les autres départements, pour poursuivre leurs études. Et avec ce projet-là, nous espérons que nous pouvons quand même sédentariser nos élèves, et ceci aussi pourra impacter sur les résultats scolaires à l'avenir. Avec face, enthousiasme et fierté, comme vous l'avez pu le constater, les populations sont sorties pour réserver au président de la République un accueil à la dimension de l'événement. Parce que c'est un joyau qui va coûter 1,3 milliard de francs CFA. Je pense que c'est extrêmement important dans le système éducatif national, certes, mais aussi dans le système éducatif local. Nous en avons vraiment besoin. Mais nous demandons au chef de l'État d'aller un peu plus loin. Parce que Keur Massar fait 25 km², plus vaste que Guédiawaye. Nous sommes environ 500 000 habitants, 133 quartiers. Nous réclamons la départementalisation. La construction d'un collège d'enseignement moyen à Keur Massar répond à une priorité spécifique de la banlieue, notamment à travers l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye qui coiffe Keur Massar. Les acteurs de l'école se sont mobilisés pour accueillir le projet qui vient satisfaire les besoins de scolarité des élèves du cycle moyen dans la banlieue Fanta Badji. Une pose de première pierre était annoncée, mais en réalité, le projet a déjà pris forme.
Les travaux n'attendaient plus que ce coup d'accélérateur pour réaliser le rêve de toute une commune. Nous avons une commune qui a la taille d'un département qui fait 25 km² et qui a une population de plus de 500 000 habitants. Ce qui s'explique, nous avons un nombre pléthorique d'élèves dans nos établissements, même des abris provisoires dans certains établissements. La banlieue, une zone en pleine expansion, connaît aujourd'hui une forte démographie et les structures scolaires existantes ne satisfont plus les besoins des populations. Nous avons énormément de difficultés. Et si vous prenez toute l'académie de Pikine-Guédiawaye, qui est la deuxième académie la plus peuplée du Sénégal, on n'a que 39 collèges. Ce qui fait que donc souvent, on a dans les classes des 6e des effectifs relativement assez élevés. C'est la zone, en tout cas, qui, au niveau de la région de Dakar, a également une assiette foncière capable de recueillir, en tout cas, des collèges, des établissements. Il y a des mouvements migratoires qui quittent Dakar pour aller vers la zone de Diamniadio et de Sangalkam. Effectivement, donc, il nous faut être proactifs et créer des établissements scolaires. Les autorités académiques conscientes des enjeux ont pris toutes les mesures idoines pour accompagner ce projet. Le renforcement des leviers de compétences est aussi une composante de ce programme. Les enseignants, dans le moyen, principalement dans les disciplines scientifiques, ont été recapacités. Le dialogue de gestion pour une participation communautaire aussi a été une composante extrêmement importante et dynamique dans le projet. L'un dans l'autre, l'objectif, c'est de construire la qualité et par l'élargissement de l'accès et l'amélioration des conditions de travail, par le renforcement des capacités des enseignants. L'AGETIP, maître d'œuvre délégué, manage le projet. De la conception à la réalisation, tout a été élaboré avec l'expertise nationale. C'est les petites entreprises sénégalaises qui ont été recrutées. Et je pense que c'est une réponse claire à ceux qui disaient que les PME sénégalaises ne se retrouvaient pas dans le PSE. Pour ce programme-ci, tous les travaux seront exécutés par les entreprises sénégalaises. Et le recrutement de la main-d'œuvre locale sera mis en œuvre. Sur chaque site, c'est le recrutement de la main-d'œuvre locale qui sera adopté. Les travaux étaient prévus pour une durée de 12 mois, mais les autorités comptent bien mettre le paquet pour que le CM soit fonctionnel dès la rentrée prochaine. Dans son programme de ce jeudi, il y avait également le lancement des travaux d'assainissement de la Cité de Soleil dans la commune de Dalifort, un projet qui a nécessité la mobilisation de 9,5 milliards de francs CFA. Il vient corriger le manque d'infrastructures d'assainissement dans ces zones où beaucoup d'habitants avaient fini par déserter leur maison à cause des inondations. Ce projet va doter la cité et ses environs d'un environnement plus sain avec 6,2 km de réseau d'assainissement. Aboubakri Kane. À Dalifort, l'État met en œuvre le volet social de sa politique de développement. Il s'agit de la banlieue. Il s'agit de 660 000 m² de chaussées et de 300 000 m² de trottoirs. Et cerise sur le gâteau, un système de transport de masse sera mis sur pied pour assurer la mobilité des populations. Une desserte qui va relier les départements de Pikine, Guédiawaye et Keur-Massar avec une capacité de 400 000 voyageurs par jour. Et mieux encore, une interconnexion sera créée avec le train express régional, le TER, pour permettre aux populations qui quittent le centre-ville de rallier plus facilement la banlieue. Bref, l'accroissement de la capacité d'écoulement du trafic routier va contribuer à l'essor économique de la capitale sénégalaise. Ce projet est d'une très grande importance. C'est un projet d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes. La route des Niayes est connue au Sénégal depuis toujours, mais ça a été une route chaotique, une route non assainie, une route étroite. Aujourd'hui, il y a un élargissement en 2 fois 2 voies, il y a des interconnexions, il y a des passages supérieurs, mais surtout il y a de l'aménagement autour et de l'assainissement. Le projet d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes va coûter 150 milliards de francs CFA. Un investissement qui mérite un entretien de qualité. Là-dessus, le président Macky Sall lance un appel aux populations. J'invite surtout les usagers à savoir que nous passons à une phase supérieure dans la mise en œuvre
d'infrastructures de qualité. Donc les comportements doivent par conséquent changer sur la route. Et je vais demander au gouvernement de me proposer une législation nouvelle sur la destruction des infrastructures. On ne peut pas mettre autant de ressources, 150 milliards pour cette seule route, c'est plus de 1000 milliards pour nos routes, et laisser les gens les détruire, casser des ponts sans qu'il n'y ait des conséquences. Donc, une chose, c'est de mettre ces infrastructures à la disposition des populations. Une autre chose, c'est que l'ensemble des usagers puissent entretenir et respecter le code de l'usage pour que ces ouvrages soient pérennes et servent à contribuer au développement économique et social de notre nation. Le bien-être des populations reste aujourd'hui l'unique préoccupation du président de la République Macky Sall. Dans 24 mois, fini le calvaire des populations qui ont toujours souffert de cette route des Niayes. Ce projet de la route des Niayes a fait naître un réel espoir chez les populations de la banlieue. Impact immédiat attendu, 22 000 emplois et plus de fluidité en circulation. Tout porte à croire que le vécu des populations cibles du projet va radicalement changer Néaïdadia. Il en est ainsi à n'importe quelle heure de la journée sur cet axe Tali Diallo Yeumbeul Keur Massar. Mais dans 2 ans, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir puisque cette route exiguë va être élargie en 2 fois 2 voies. Chaque jour, on souffre ici. S'il y a un véhicule en panne, c'est encore plus compliqué. Pendant l'hivernage aussi, la route est impraticable. Donc ce projet est à saluer. Sur la route de Yeumbeul, allant vers Keur Massar, toutes les difficultés à certaines heures de pointe, même pas, je dirais à n'importe quelle heure de la journée, c'est des difficultés de déplacement, c'est des difficultés sur la mobilité. Ça veut dire que cet élargissement-là va nous permettre d'avoir beaucoup plus de facilité pour les populations, va nous permettre aussi d'avoir beaucoup plus de facilité pour la question du transport à l'intérieur du département de Pikine. Donc vraiment, c'est un souhait que nous avons exprimé depuis plusieurs décennies, qui se voit aujourd'hui réalisé avec le lancement de ces travaux-là. Ce croisement Tali Diallo Keur Massar est le 3e lot du projet d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes. D'ores et déjà, Ageroute a démarré avec le lot de l'axe rond-point Cambérène, Thiaroye. Par rapport à la libération des emprises, il y a moins de problèmes au niveau du lot 2. C'est pourquoi on a commencé avec le lot 2. Le lot 1 et le lot 3, on a attribué le marché. Parce qu'avec le lot 1, c'est l'entreprise CSE. Le lot 3, c'est l'entreprise Enantin Sojec. 150 milliards d'investissements pour fluidifier la circulation. Du rond-point Liberté 6 à Keur Massar, en passant par le pont Sénégal 92. Ici à Pikine, les travaux d'assainissement sont visibles. Les riverains apprécient en attendant 2018, date de livraison. Ce projet d'élargissement des routes de notre localité constitue une aubaine. Cette route de Yeumbeul est tellement exiguë que l'on y constate fréquemment des accidents. Le projet vient donc à son heure. 23 km de routes interconnectées seront donc construits et rien ne devrait alors bloquer la circulation pour soulager la banlieue et tout un chacun pourra circuler rapidement. Toujours ce jeudi, le chef de l'État a lancé à Keur Massar le projet d'appui au développement de l'enseignement moyen dans la région de Dakar, Adem Dakar. Ce sont 17 collèges qui vont coûter près de 8 milliards de francs CFA. Le CM de Keur Massar Village démarre ainsi le processus en présence d'une population fortement mobilisée au Marning. Elles ont bravé la pluie. Les populations de Keur Massar mesurent ainsi l'importance de l'événement. Ce matin, le président de la République vient lancer un projet de haute portée sociale.
Ce projet de construction d'une infrastructure scolaire de dernière génération dans notre chère commune est la manifestation d'une volonté politique de faire de Keur Massar une commune émergente. Voici le CEM de Keur Massar Village. Il sera érigé ici. Les travaux ont déjà démarré. C'est le premier jalon d'un programme qui va changer considérablement la carte scolaire de la région de Dakar. Ce projet, je le rappelle, porte sur la construction et la réhabilitation de 4 collèges dans le département de Dakar, 4 à Pikine, 2 à Guédiawaye et 7 collèges dans le département de Rufisque. Ces établissements seront livrés clé en main, entièrement équipés en table-banc, mobilier de bureau, matériel informatique et de laboratoire. 17 collèges qui vont donc améliorer le capital humain et réduire les inégalités. Pour nous, parents d'élèves, le projet ADM vient véritablement à son heure. La région de Dakar, la plus peuplée du pays, présente une forte demande potentielle d'éducation dans l'enseignement moyen. C'est l'Agence française de développement qui accompagne le gouvernement du Sénégal dans ce programme, lequel va coûter près de 8 milliards de francs CFA. La France est heureuse de financer ce projet. Ce n'est pas une nouveauté. La France déjà finançait dans ces mêmes banlieues des écoles primaires. C'est tout l'effort de modernisation et d'ouverture du Sénégal que vous conduisez, Monsieur le Président de la République, pour renforcer l'inclusion sociale et l'employabilité des jeunes Sénégalais dans le cadre du plan Sénégal émergent. Pour le président Macky Sall, l'éducation n'a pas de prix. Soucieux de l'avenir des enfants, le chef de l'État lance un nouvel appel aux acteurs pour accompagner la dynamique qui porte déjà ses fruits. En 4 ans, l'État aura investi 116 milliards 713 millions pour la réalisation d'infrastructures scolaires dans toutes les régions du Sénégal. 69 milliards sont consacrés à la construction et à l'équipement d'infrastructures scolaires et d'ouvrages annexes, dont, je le rappelle, 8777 salles de classe, 821 blocs administratifs et 1388 blocs d'hygiène avec 487 points d'eau. 47 milliards et demi pour la construction et l'équipement de 20 blocs scientifiques et technologiques. 158 collèges, 316 écoles élémentaires, 11 lycées, 7 inspections d'académie, 5 inspections de l'éducation et de la formation et 5 centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Je n'oublie pas, bien entendu, la réhabilitation complète de la maison d'éducation Mariam Ba de Gorée et du lycée Ahmed Fall de Saint-Louis pour les jeunes filles. Grâce à ces efforts soutenus, nous avons ramené le taux d'abri provisoire de 18% en 2011 à 11% en 2015, avec comme objectif 0 abri provisoire au plus tard en 2019. Tout cela, mesdames et messieurs, pour dire que le secteur éducatif reste une de mes priorités quotidiennes. Je souhaite par conséquent que tous les partenaires sociaux s'inscrivent dans le même état d'esprit pour le devenir de l'école sénégalaise. Une école où tous les enfants, sans considération de leur origine sociale et de la fortune de leurs parents, auront un égal accès
à une éducation de qualité. Le chef de l'État a accepté de prendre en charge les doléances transmises par le maire au nom des populations de Keur Massar. Ainsi, 5 km de voirie, un réseau d'éclairage et d'assainissement seront réalisés. Quant à la départementalisation réclamée, elle sera étudiée au... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS, 20h, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall lance les travaux de la route des Niayes et annonce 150 milliards pour l'élargissement et l'aménagement de cette voie sur un linéaire de 23 km. Ce projet devrait accélérer la mobilité dans la région de Dakar et favoriser le désenclavement de certaines localités. Ce jeudi à Keur Massar, le président de la République a également procédé au lancement des travaux pour la construction de 17 CM sur financement de la France avant de poser le même acte à Dalifort pour l'assainissement de plusieurs cités de la dite commune. Dans ce journal, la réaction des populations de Rufisque sur la décision du président de fermer et de reconstruire le canal qui traverse la ville et celle des habitants de Rebeuss après l'annonce de la restitution du stade Assane Diouf et sa réhabilitation pour plus de 20 milliards. À suivre enfin la chronique de Oumar Diaw sur Dakar, sa première pluie et ses 1800 milliards. Bienvenue et bonsoir à tous. Nous commençons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à l'hôtel de ville de Pikine Oumar Diaw. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 20 juillet 2016 à 10h à l'hôtel de ville de Pikine. Entamant sa communication autour de sa tournée économique dans la région de Dakar, marquée par l'inauguration de nombreuses infrastructures, des rencontres avec les différentes forces vives et le lancement de plusieurs projets de développement, le président de la République adresse ses sincères remerciements aux populations des départements de Rufisque, Pikine, Guédiawaye et Dakar pour la mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il magnifie en particulier la grande mobilisation des notabilités coutumières lébou et des chefs religieux de la région qui œuvrent inlassablement aux côtés de l'État pour la stabilité sociale et le rayonnement international de Dakar. Abordant l'aménagement et le développement territorial durable de la région de Dakar, le chef de l'État demande au Premier ministre de présenter les mesures retenues à l'issue du Conseil interministériel tenu à cet effet le 19 juillet 2016 en prélude au 14e Conseil des ministres délocalisés qui consacre la fin du processus de planification, d'adoption et d'exécution dans un consensus dynamique des programmes d'investissement de chaque région au regard de ses potentialités et des aspirations prioritaires des populations. Le Premier ministre, rendant compte des résultats du Conseil interministériel, a d'abord fait le point de l'état d'exécution des engagements pris par le gouvernement lors des conseils des ministres délocalisés tenus dans les 13 autres régions du pays. À la date du 20 juillet 2016, le gouvernement a injecté 1761 milliards de francs CFA dans ces régions sur des besoins en investissement évalués à 2872 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 61%. Ainsi, le coût global des projets retenus par les collectivités locales et les structures étatiques de la région de Dakar s'élève à 823 milliards 5 585 425 francs, dont 460 milliards de francs CFA déjà couverts par l'État à travers le programme triennal d'investissement public PTIP 2016-2018. Cette enveloppe ne tient pas compte des projets d'envergure nationale réalisés dans la région de Dakar, tels que le train express régional TER d'un coût de 415 milliards de francs CFA, l'usine de dessalement de l'eau de mer d'un montant de 135 milliards de francs CFA, la dépollution de la baie de Hann d'un coût de 67 milliards de francs CFA, les projets du pôle urbain de Diamniadio, entre autres. Le président de la République, après avoir félicité le Premier ministre et les membres du gouvernement pour la pertinence des projets retenus et des mesures préconisées, décide de revoir à la hausse l'enveloppe prévue pour la région de Dakar en intégrant les projets d'envergure nationale qui impacteront son développement. Ainsi, après délibération du Conseil, le chef de l'État valide pour les 3 années à venir le programme d'investissement prioritaire de la région de Dakar pour un montant de 1800 milliards de francs CFA, dont seulement 126 milliards de francs sont à rechercher. Dès lors, le chef de l'État demande au Premier ministre de mettre en place un dispositif spécial de suivi en vue de veiller à la mise en œuvre diligente de tous les projets validés pour la région de Dakar.
Dans ce cadre, le président de la République invite le gouvernement à coordonner dans un élan de partenariat stratégique avec le secteur privé les actions de l'État, des collectivités territoriales et des organismes du secteur parapublic en matière d'aménagement équilibré du territoire, d'urbanisme, de réalisation d'infrastructures, de cadre de vie, de promotion économique, d'emploi et de cohésion sociale. À assurer la sauvegarde d'une part de la zone de production horticole des Niayes et d'autre part de la forêt classée de Mbao qui doit être valorisée en parc naturel avec des activités économiques et touristiques adaptées. De veiller à la préservation stratégique du littoral national, notamment de la bande des Filao et des cordons dunaires. À cet effet, le chef de l'État invite le Premier ministre à mettre en œuvre un programme régional d'urgence de lutte contre l'érosion côtière, particulièrement au niveau des zones sensibles de Hann, Thiaroye, Mbao, Rufisque, Bargny, Sendou, Yène. D'engager dans les meilleurs délais en relation avec les acteurs locaux la réhabilitation de l'île de Gorée, la reconstruction aux normes du canal de Rufisque, la modernisation concernée des villes de Rufisque, Pikine, Guédiawaye et des communes polarisées, ainsi que la reconstruction du stade Assane Diouf qu'il restitue à la jeunesse. À accélérer les travaux de construction de l'université Amadou Mahtar Mbow de Dakar, ainsi que la construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires de la région, notamment les lycées, les centres de formation technique et professionnelle et l'Institut supérieur de formation professionnelle de Diamniadio. Enfin, à accorder une attention primordiale au développement des activités économiques de la région, à l'emploi des jeunes, notamment de la banlieue, qui sera doté d'un domaine agricole communautaire implanté à Sangalkam. À cet effet, le président de la République demande au Premier ministre de déployer un dispositif spécifique, souple et innovant de création d'entreprises, de formation professionnelle, d'encadrement et de financement des jeunes et des femmes issus des banlieues par le biais de projets crédibles d'insertion socio-économique dans les sous-secteurs porteurs de l'artisanat, de l'horticulture, de la petite industrie, de la culture, du commerce, entre autres. Poursuivant sa communication autour de l'évaluation globale des conseils des ministres délocalisés et de l'émergence progressive des pôles avec la territorialisation des politiques publiques, le chef de l'État indique l'enjeu de ces conseils qui ont permis au Sénégal de disposer désormais, à travers cette méthode innovante de gouvernance, du développement national impliquant l'État, les collectivités publiques et l'ensemble des acteurs territoriaux, d'une cartographie complète, précise et chiffrée de tous les projets prioritaires dans chaque région, validés en Conseil des ministres par le chef de l'État. En conséquence, le président de la République demande à chaque gouverneur de région de tenir tous les mois une conférence territoriale d'évaluation de l'état d'exécution des programmes d'investissement de l'État dans sa région. Il invite également le Premier ministre, à la suite de ces conférences territoriales, à procéder en rapport avec les gouverneurs de région à la revue trimestrielle de l'ensemble des engagements publics annoncés dans chaque région visitée. Enfin, le chef de l'État demande au Premier ministre de lui faire le point avant le 31 août 2016 à l'état d'exécution globale de tous les programmes prioritaires d'investissement validés, à engager l'exécution sans délai des plans d'action stratégique de l'État dans les régions PASER et à intensifier dans l'esprit des conseils des ministres délocalisés et de l'acte 3 de la décentralisation l'émergence progressive des pôles territoires. Concluant sur ce point, le président de la République informe le Conseil qu'il présidera tous les ans, un Conseil national exécutif CNE à l'effet d'évaluer le programme territorial de l'État. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte de l'état de préparation de la campagne agricole 2016-2017. Le ministre de l'Éducation nationale a fait part au Conseil des mesures incitatives proposées contre la baisse des effectifs des séries scientifiques et techniques. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a rendu compte du déroulement de la session ordinaire unique 2015-2016 de l'Assemblée nationale. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi portant refonte partielle des listes électorales, le projet de décret portant fixation de la date du scrutin et convocation du collège électoral pour l'élection des hauts conseillers.
Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Mamba Bassissé, conseiller des affaires étrangères principal, précédemment ambassadeur représentant permanent de la République du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, est nommé ambassadeur secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en remplacement de monsieur Amadou Kébé, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Ousmane Souraini Sek est nommé secrétaire général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ANAT, poste vacant. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Pékin, à l'hôtel de ville. Lecture avec Oumar Diaw, justement la banlieue dakaroise qui va sans doute changer de visage avec cette enveloppe de 150 milliards de francs CFA pour l'élargissement et l'aménagement de la route des Niayes sur un linéaire de 23 km. Les travaux ont été lancés aujourd'hui par le chef de l'État. Avec une telle infrastructure, le président Macky Sall envisage une nouvelle législation pour contraindre les usagers à adopter un comportement citoyen sur la route et éviter ainsi la destruction du bien public. Pabiram Bigengaï. Le geste est à la fois historique et symbolique. Il fait renaître l'espoir d'un meilleur cadre de vie pour les populations de la banlieue. Un désenclavement total dans seulement 24 mois, durée des travaux d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes. En 2 fois 2 voies, la route prend sa source au rond-point Liberté 6 pour aboutir à Keur-Massar, un linéaire de 23 km qui traverse toute la banlieue dakaroise. Le lot 1, c'est du rond-point Liberté 6 jusqu'à Cambérène. Le lot 2, c'est de Cambérène jusqu'à Thiaroye. Le lot 3, c'est de Thiaroye jusqu'à Keur-Massar, en passant par Tali Diallo, Yeumbeul, Malika. Monsieur le Président, c'est un projet qui a une très grande importance sur le plan économique et social. Parce que les objectifs qui sont visés sont... C'est un projet qui va désengorger cette taxe. C'est un projet qui va améliorer le cadre de vie des populations. C'est un projet qui va promouvoir un développement économique et social plus viable de cette zone d'habitation dense et à vocation commerciale, avec une réduction significative des coûts des transports. C'est un projet aussi qui va améliorer la mobilité urbaine. C'est un projet aussi, on va tout faire par rapport à ce projet pour régler le problème de l'assainissement routier. Y compris 72 km de voiries urbaines en pavé vont également être construits sur plusieurs axes routiers au cœur